Bonjour, nouveau numéro de Ça vaut le coup sur Boursorama. Aujourd'hui, votre invité, c'est le climatologue Jean Jouzel, ancien vice-président du GIEC. Bonjour. Bonjour, oui, j'étais vice-président d'un groupe scientifique du GIEC pendant une quinzaine d'années, oui, entre 2002 et Exactement. 2015. Merci d'être avec nous et très heureux de pouvoir échanger. Il y a plein de sujets à voir ensemble, mais j'ai envie de revenir aux fondamentaux, Jean Jouzel. En 2015, on avait 200 pays qui signaient ce qu'on appelle l'accord de Paris. On est quasiment 10 ans après. C'est un traité qui est emblématique, qui fixait un cap, je le rappelle, limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Aujourd'hui, on se dirige, et je vais vous laisser parler, mais de ce que j'ai lu, on se dirige vers un monde avec des températures en hausse d'un peu moins de 3 degrés d'ici 2100. Pour beaucoup de gens qui nous regardent, ils doivent se dire 3 degrés, bon, bah, il fera un peu plus chaud. Non, 3 degrés, c'est vraiment une catastrophe. Oui, 3 degrés, c'est une catastrophe. Alors, ça dépend là où vous vous trouvez sur cette planète, mais il y a beaucoup d'endroits où c'est une catastrophe. Ce que je souhaiterais simplement vous faire toucher du doigt, c'est que nous n'avons pris que 1 degré ou un peu plus depuis plus d'une centaine d'années, et c'est déjà un climat différent. C'est un climat différent de celui de ma jeunesse, par exemple en termes d'extrême climatique, en termes d'élévation du niveau de la mer, qui a pris une vingtaine de centimètres, et ce n'est pas rien dans certaines régions. Donc, il faut bien avoir à l'idée que 3 degrés, c'est quelque chose d'important à l'échelle planétaire. C'est quelque chose de plus important en France, puisqu'il y a une amplification sur toute l'Europe de l'Ouest. Ce sera plutôt 4 degrés, peut-être un peu plus en France. Et puis, ce sont aussi des événements extrêmes de plus en plus intenses, de plus en plus fréquents, des vagues de chaleur plus, disons, plus violentes. Et donc, on voit bien les dégâts que font ces événements extrêmes, avec aussi le cortège, par exemple, de feux de forêt à répétition. Donc, oui, 3 degrés, c'est un climat très différent. C'est un climat auquel les jeunes d'aujourd'hui ne pourront pas s'adapter sans difficulté. Et dans certaines régions, ne pourront pas s'adapter du tout. Il y a certaines régions de la planète qui deviendront invivables au sens que, disons, les températures, l'humidité sont trop Où importantes ça? pour que on y vive normalement, disons. Où ça sur la planète? Sur toute la teinture tropicale, il y a, disons, on parle de température humide, c'est-à-dire quand il fait plus de 35 degrés, une humidité de plus de 80%. Et sur la ceinture tropicale, quand on sera plus 3 degrés, équatoriale tropicale, eh bien des pays très peuplés, où pratiquement ça sera toute l'année, ou dans une certaine partie de ces régions, une partie de l'année également. Mais on voit bien que on a vu en Inde ou au Pakistan des températures de 50 degrés, les gens ne peuvent plus vivre normalement. C'est la première fois, je crois, l'été dernier ou l'été précédent, où en Iran, eh bien, à un moment, il faisait plus de 50 degrés et puis aussi assez humide. Et le gouvernement iranien n'a pas eu d'autre solution que de demander aux gens de rester chez eux. Hein, donc ça a déjà existé, ça risque de se reproduire de façon beaucoup plus fréquente dans un climat plus chaud. Il est plus rapide que prévu, le réchauffement climatique. Il est plus rapide que prévu ponctuellement, mais en moyenne, il est, comme nous l'avions envisagé, en termes de rythme de réchauffement, de 3 dixièmes de degré par décennie. C'est vrai qu'il y a eu une surprise entre 2023 et 2022 avec un réchauffement d'entre 1 et 2 dixièmes de degré par rapport à l'année précédente. Le record a été battu de façon importante. Par exemple, en France, en 2022 aussi, des villes comme Brest ont vu leur record battu de 4 degrés. Et ça, c'est assez surprenant. Mais quand on regarde ponctuellement, il peut y avoir des événements extrêmes peut-être un peu plus fréquents que l'on pense, que l'on pensait. Mais globalement, le réchauffement climatique, en termes de rythme de réchauffement, d'accélération d'élévation du niveau de la mer, globalement d'événements extrêmes plus intenses ou plus fréquents, et ce que nous envisageons depuis une cinquantaine d'années. Il y a l'accord de Paris, et pour autant, en 2022, les émissions de CO2 ont atteint un niveau record. Qu'en est-il de 2023? Elles ont continué à progresser, ces émissions de Oui, CO2. elles ont continué à progresser légèrement et malheureusement, bien le secteur pétrolier nous a dit à Houston il y a quelques semaines que, eh bien, nous n'irions pas vers une stabilisation des émissions de gaz à effet de serre, pas avant 2030, certainement pas, et nous y allons très lentement. Alors qu'il faudrait y aller, disons, de façon extrêmement rapide. Nous savons d'ores et déjà qu'il nous faudrait diminuer les émissions de 45% à horizon 2030 par rapport à celles de 2019 pour avoir des chances de respecter cet objectif à long terme de limitation du réchauffement climatique à 1,5 degré. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui, nous ne sommes pas du tout dans les clous par rapport aux objectifs affichés. Il faut bien voir que nous le savions
dès l'accord de Paris. C'est-à-dire que dans l'accord de Paris, il y a des objectifs qui sont ambitieux, 2 degrés, voire 1,5 degré. Et puis, il y a des engagements, et on savait déjà que les engagements n'étaient pas à la hauteur des objectifs. Nous savions dans l'accord de Paris que les engagements nous emmèneraient vers des réchauffements de 3 degrés si les trajectoires n'étaient pas infléchies sérieusement à horizon, disons, dans la deuxième partie de ce siècle. Et ça, c'était vraiment aussi inscrit dans l'accord de Paris. Quels sont les bons et les mauvais élèves s'agissant de l'accord de Paris? Ceux qui le respectent du mieux qu'ils Il le y a, il y a- peuvent, il y a en tout pas, cas qui il s'en y a- il y a approchent le beaucoup, plus. il y a pas beaucoup de très bons élèves, mais l'Europe a tenu ses engagements, en tout cas à horizon 2020. Alors, ce n'est pas encore l'accord de Paris. Il y a des élèves ambitieux dans les objectifs. Alors, dans les objectifs, tout le monde est ambitieux. C'est ça qui est intéressant. Dans les objectifs, l'Europe affiche moins 55% à horizon 2030 par rapport à 90. C'est ambitieux, ça sera difficile à respecter. La France disons, a aussi adopté évidemment cet objectif, mais ce serait diminuer de 5% par an nos émissions chaque année d'ici 2030. Nous l'avons fait entre 2023 et 2022, mais ce sera certainement très dur à répéter chaque année d'ici 2030 et par la suite. Des bons élèves, peut-être un peu plus l'Europe, mais c'est aussi au prix d'une désindustrialisation massive au cours des dernières années. Peut-être pas suffisamment de bons élèves. On a plutôt de trop mauvais élèves. Alors, de très bons élèves dans les textes, beaucoup affichent, disons, la neutralité carbone à horizon 2050, ce qui est compatible plus ou moins peu ou prou avec 1,5 degré, mais peu en prennent le chemin. C'est ça Mm. tout le problème. Il y a un fossé entre les engagements qui sont affichés, les objectifs qui sont affichés par de nombreux pays, l'Europe, mais aussi les États-Unis, la Chine en 2060 pour la neutralité carbone et la réalité des émissions. Mm. Et en même temps, si on veut être positif, l'AIE nous a dit il y a quelques mois, l'Agence internationale de l'énergie, que limiter 1,5 degré le réchauffement climatique d'ici 2100, c'était encore possible. Et d'autres diront, mais c'est pas en se réveillant en 2050, en 2080 qu'on y arrivera. Non, ce qu'on va faire ou ne pas faire d'ici la fin de la décennie va décider de l'évolution du climat sur la seconde partie du siècle. C'est ça qu'il faut comprendre. Oui, c'est largement cela. Alors, bon, de façon assez simple, ce n'est pas le CO2 que vous allez émettre cette année qui va jouer un rôle très important, c'est ce qui reste dans l'atmosphère, c'est-à-dire c'est disons, la somme des émissions que vous mettez dans l'atmosphère. Donc, la façon dont vous allez, alors, admettons que nous atteignons neutralité carbone, alors je dirais dans la deuxième partie de ce siècle, ne soyons pas trop optimistes, eh bien, la façon dont nous l'atteindrons est importante. Ce qui va compter, c'est la somme, le total des émissions de CO2 entre aujourd'hui et cette période de neutralité carbone. Et donc, il faut effectivement diminuer très rapidement nos émissions. Et c'est aujourd'hui, oui, c'est vrai, au cours disons, d'ici 2030, au cours des 10 prochaines années, que nous décidons largement du climat que connaîtront les jeunes d'aujourd'hui dans la deuxième partie de ce siècle. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que il faut à la fois s'adapter au réchauffement climatique, et ça c'est impératif, puisque nous allons vers probablement 2 degrés, plus de 2 degrés à l'échelle planétaire, probablement plus de 3 degrés en France enfin, d'ici 2050. Et puis, il faut aussi préparer l'adaptation des jeunes de demain, et cela, il faut diminuer les émissions aujourd'hui, s'adapter, diminuer les émissions, parce que c'est aujourd'hui que nous préparons l'adaptation de demain, et nous ne la préparons pas très bien, c'est très clair. Pour les citoyens qui nous regardent, qui ont pris conscience, qui, voilà, au vu de tout ce qu'on a dit, et c'est scientifique, c'est pas un point de vue, c'est pas une opinion, c'est scientifique. Qu'est-ce qu'on fait au quotidien? On parlera après effectivement des gouvernements, des grands plans pour développer les énergies renouvelables, mais au quotidien, pour le commun des mortels comme moi, Oui, moi je fais je quoi? pense que bien, je pense que pour parler du quotidien, il faut avoir peut-être quelques chiffres en tête. Disons la façon dont nous nous déplaçons, dont nous nous logeons, enfin, on parle du domestique, dont nous utilisons de l'énergie chez nous, dans nos appartements, dans nos logements, la façon dont nous nourrissons, eh bien, c'est près des 2 tiers des émissions en France, c'est-à-dire se nourrir, se loger, se déplacer. Et ça, ce sont quand même nos gestes de tous les jours. On est bien, je crois, on en est conscient. Donc, ce sont des décisions que nous pouvons prendre ou ne pas prendre par rapport à la façon de nous nourrir, de nous déplacer, de se comporter dans nos logements en termes d'utilisation d'énergie. Voilà, donc il y a des choses à faire sur tous ces aspects. Évidemment, ces choses ne sont pas simplement individuelles. Ce n'est pas simple de prendre les transports en commun s'ils n'existent pas. Il y a des régions où c'est plus difficile de le faire que d'autres. Mais voilà, c'est un encouragement à tous ceux qui le peuvent
disons, contribuer à travers leur vie de tous les jours à la diminution des émissions de gaz à effet de serre. C'est très important. Nous ne sommes pas tous à égalité, il faut bien le reconnaître, mais nous pouvons, chacun d'entre nous, faire quelque chose dans notre vie de tous les jours pour lutter contre le réchauffement climatique. Et pour autant, on n'a jamais eu autant de climato-sceptiques malgré tout ce qu'on se dit là. Pourquoi ce phénomène il prend de Oui, l'ampleur comme ça? oui, je crois que ce phénomène de climato-scepticisme prend de l'ampleur, c'est très clair. Voilà, nous avons organisé une séance de journée à l'Académie des sciences il y a quelques semaines maintenant, et David Chavalarias nous a parlé de ce climato-scepticisme qui montait en puissance. J'ai également discuté avec Brice Saturier récemment. Eh bien, ce climato-scepticisme, alors c'est peut-être aussi parce que il y a un climato-scepticisme qui se met en place parce que justement, disons, je crois que les preuves du réchauffement climatique sont bien là. Je crois que les climato-sceptiques sont d'une certaine façon au pied du mur. Et le climato-scepticisme se déplace, c'est-à-dire, je crois qu'il y a très peu de gens, si vous leur dites le climat change, qui ne le reconnaissent pas. Le climat change, oui, c'est clair, nous le ressentons à travers les événements extrêmes. L'attribuer aux activités humaines, ça c'est pas, disons, c'est pas si simple, mais une bonne partie de la population l'accepte. Mais ce qui pose problème, c'est que beaucoup de gens disent maintenant, OK, il y a réchauffement climatique, c'est vrai, bof, mais alors, disons, en gros, les jeunes d'aujourd'hui se débrouilleront lorsque le réchauffement climatique sera là. Et cela, c'est complètement faux. Personne n'arrêtera l'élévation du niveau de la mer dans la deuxième partie de ce siècle. Donc c'est ça qui est important. C'est cette idée que, eh bien, voilà, oui, il y a réchauffement climatique, c'est un problème, mais c'est le problème des jeunes d'aujourd'hui qui l'affronteront dans la deuxième partie de ce siècle. Et ça, je crois que c'est d'un égoïsme extrêmement, disons, extrêmement fort dans nos générations. Et il ne faut pas céder à ça. Non, les jeunes d'aujourd'hui ne s'adapteront pas facilement à un réchauffement qui serait de plus 3 degrés à l'échelle planétaire, c'est certain. Pour nos gouvernants, ça veut dire effectivement aller plus loin dans la transition énergétique avec plus d'investissements dans les énergies renouvelables et aussi en finir plus rapidement avec les énergies fossiles. Et en même temps, j'entends, comme tout le monde, on a entendu les propos des pétroliers qui disent en gros que qu'une transition trop brutale ferait grimper très fort les prix de l'énergie. Et ça, voilà. Est-ce que l'argument tient la route? On voit bien quand le prix de l'énergie augmente trop vite, socialement, c'est pas accepté à court terme. Oui, alors socialement, disons, la transition écologique est très difficile par rapport à d'abord aux pays en voie de développement. On ne peut pas la faire partout à la même vitesse. Il faut aussi, disons, parler de transition juste, mais elle reste tout à fait possible s'il y a un regard justement sur le mode de fonctionnement de nos sociétés. Mais c'est exact, il aurait fallu, je crois, s'y prendre plus tôt. Disons, ça fait 30 ans, disons plus de 30 ans maintenant. Le protocole de Kyoto, enfin, le protocole de Kyoto, disons, près de 30 ans maintenant. Disons, la Convention climat en 92, il y a 32 ans, que la communauté internationale est consciente de la nécessité de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Elles n'ont pas arrêté d'augmenter. Et c'est ça le problème. Disons, il aurait fallu effectivement que le protocole de Kyoto eh bien, remplisse ses objectifs et que nous poursuivions par la suite dans une certaine ambition. C'est vrai que c'est plus difficile aujourd'hui de se mettre à limiter le réchauffement climatique que ce ne l'aurait été si nous avions pris les bonnes décisions il y a 20 ou 30 ans. Voilà, mais il faut pas baisser les bras de toute façon, il faut faire. Et je crois que ce qui est important dans ce discours, et ce qui est faux, ce qui est important, c'est que chaque dixième de degré compte. Il ne faut pas être naïf, je crains que nous ne respections pas cet objectif 1,5 degré, mais moins on s'en éloignera, mieux ce sera pour les jeunes d'aujourd'hui. C'est ça qui compte, c'est-à-dire que cette idée qu'on n'y arrivera pas, il faut faire le maximum, chacun dans notre vie de tous les jours, les entreprises, les États, tout le monde doit s'y mettre, tout le monde doit regarder dans la même direction, et c'est ça qui est difficile à l'échelle internationale, on le voit bien, mais il ne faut pas baisser les bras parce que chaque dixième de degré compte, et même si l'objectif 2050, neutralité carbone à l'échelle planétaire, disons, s'éloigne, est pratiquement quelque chose tient du rêve, eh bien, il faut faire le maximum, et c'est ça le message que je souhaite laisser. Il ne faut pas baisser les bras, il ne faut pas dire qu'on est pétrolier, disons, on va continuer comme avant. C'est vrai que c'est extrêmement décevant de voir le développement des renouvelables se poursuivre, beaucoup de choses se faire, par exemple en France dans les transports en commun ou dans le covoiturage ou dans les pistes cyclables, et puis malgré tout, eh bien, disons, les émissions liées à la mobilité, y compris en France, pratiquement ne pas diminuer. Ouais, Je crois que mais ce sont aussi les Français qui consomment de l'essence et qui vont à la pompe à essence et qui font un plein aussi, hein.
Je suis tout à fait d'accord. C'est bien la question qu'il faut se poser. En France, si on regarde notre mobilité, eh bien, cette mobilité se construit toujours beaucoup autour de l'utilisation de combustibles fossiles, en gros d'essence ou de diesel. Et malgré le développement des transports en commun, qui est effectif dans beaucoup de métropoles ou dans beaucoup de villes, malgré le développement des pistes cyclables, malgré le développement enfin, disons, les véhicules électriques, on parle maintenant de 800 000 par an à horizon 2027, on voit bien la difficulté. Le problème, c'est que ça s'ajoute. Et il faut donc, ça veut dire qu'il faut peut-être un peu de sobriété. Il faut aussi regarder un peu à la façon dont nous nous comportons. C'est ça le message. Il ne suffit pas simplement de développement technologique, de mise en place d'infrastructures. Il faut Hum. aussi un regard sur nos propres émissions, chacun d'entre nous. Ouais. Mais la sobriété, malheureusement, ne s'impose pas. Non, elle ne s'impose pas, mais je crois qu'il faut aussi avoir cette réflexion par rapport à ce que nous faisons pour, oui, pour les jeunes d'aujourd'hui. Je crois que c'est difficile et c'est cela, disons, il y a un égoïsme très, très, très clair de nos générations. Alors, je ne m'en exclus pas forcément, hein, c'est pas le problème, mais oui, effectivement, le message, c'est que c'est aujourd'hui que nous décidons du climat que connaîtront les Hum. jeunes dans la deuxième partie, les jeunes d'aujourd'hui dans la deuxième partie de ce siècle. Et ça, c'est un message fort, mais dont je comprends tout à fait que pour le moment, il ne passe pas, disons, il ne percute pas vraiment. Il y a un égoïsme qui fait que les gens, on verra toujours, les jeunes trouveront des solutions, et ça, c'est faux. Surtout, disons, les solutions trop techniques. On va pas parler de géo-ingénierie, mais disons, c'est cela qui nous pend au bout du nez. C'est un véritable problème. Merci à vous, Jean Jouzel, pour cet entretien. Merci, David. Merci beaucoup. Merci. Voilà, et ça vaut le Bonne coup, journée. revient la semaine prochaine sur Boursorama. Merci beaucoup. Au Au revoir. revoir.